Voilà, bonjour. Alors, on est dans la cafétéria de La Smala et on accueille aujourd'hui Jérôme Sancier. En fait, c'est les habitants, les collègues. On accueille aujourd'hui Jérôme Sancier. Bonjour Jérôme. Salut. Donc toi, tu reviens du Brésil, tu arrives en France, mais tu es d'origine française, tu restes quelques jours, tu viens dire bonjour à La Smala Exact. chez les Suisses. Ouais. Et tu repars au Brésil. Comme moi, souvent, je suis en vadrouille à gauche à droite. Et donc, le motif, c'est que finalement, euh, tu es pas mal, entre guillemets, impliqué dans la création d'éco-villages. Mhm. Et tu fais partie de ces rares personnes qu'on appelle incubateurs d'éco-villages, accompagner l'émergence d'un groupe. Pour resituer, il y a un réseau mondial des écovillages qui s'appelle le GEN. En Europe, il y a une petite centaine, un peu moins de membres cotisants qui ont le statut de membre plein parce que c'est vraiment des communautés intentionnelles, non religieuses. Il y a vraiment une intention. Après, il y a toutes les communautés religieuses qui ne sont pas dans le réseau des écovillages. Il y a tous les écolieux où simplement c'est des gens qui vivent ensemble. Et quand on incube pas nécessairement pour qu'au final on soit membre du GEN, mais c'est un petit peu pas le Graal, mais c'est Ouais. l'idéal parce que quand on arrive au statut de membre du GEN, ça veut dire qu'on a vraiment au moins 20 personnes qui partagent en profondeur, qui se remettent en question, donc ça va très loin. Alors pour arriver jusque-là, il y a toute une série d'expériences. L'idée c'est de t'écouter sur deux points finalement très simples. Le premier, quels sont les points communs que tu as vus avec la Smala? Mhm. Donc à quel point c'est ce que tu vois est universel ou est spécifique, puisque ce qu'on voit souvent, c'est que quand on crée un éco-village, on dit on va se réunir et puis on va essayer de faire émerger ensemble des bonnes choses, avec ce point fort que les gens s'approprient en faisant, mais aussi le point faible qu'ils font plein d'erreurs en tâtonnant. Et Mhm. puis le deuxième, c'est par rapport à tes messages d'espoir, à quel point ce que tu as pu voir, que ce soit dans la Smala ou ailleurs, te donne le courage d'aller de l'avant parce que bah, c'est pas un métier entre guillemets très valorisant ni économiquement ni émotionnellement, dans le Ouais. sens où on est souvent chahuté comme ça, on est souvent remis en question. Donc voilà, ça me fera plaisir de t'entendre plus et je voudrais tout de suite témoigner que parmi toutes les personnes que j'ai vues accompagner, la qualité de ton message et la qualité de ton regard sur ce genre de projet m'a Mhm. beaucoup touché, m'a vraiment inspiré Super. t'accueillir et te donner la voix parce qu'elle me touche. Ok, cool. Bah, merci en tout cas Théo, merci de m'accueillir ici. Et donc je suis passé 2 jours vraiment très rapides, mais c'était bien sympa. Ça a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement de la Smala dans le concret, pas que sur le papier, parce qu'à présent c'était plutôt... c'est un peu proche là, non? Ok. Et donc, ouais, c'est toujours intéressant de voir ce type de projet exister, puisque effectivement, il n'y en a pas 36 000 hein, de méthodologies comme ça. Donc, c'est super cool. Et en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment ici. Puis, je repars au Brésil, effectivement, dans une petite semaine. Donc, vraiment, passage éclair en France et passage encore plus éclair en Suisse. Bon, après, ouais, je vais revenir sur les 2 points que tu as dit, effectivement, les points communs avec nous, ce qu'on fait. Enfin, le point commun entre notre association Rizomar et la Smala, c'est qu'en fait, on a quand même des services assez similaires. Donc, c'est bien de faire un peu la comparaison entre les deux méthodologies. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis ensuite, en termes de message d'espoir, je vais y réfléchir là. Puis on verra peut-être si on peut échanger un petit peu. Ça va peut-être aussi nous donner des idées. Pour pas que ça fasse un monologue non plus, quoi. Après, juste peut-être prendre peut-être 3 4 minutes pour recontextualiser un petit peu qu'est-ce qu'on fait au Brésil. Parce que finalement, bon, ici, je pense que les gens qui sont là aujourd'hui, c'est différent. Par Alberto, tout le monde n'était pas là hier soir, donc je ne vais pas être répétitif pour les gens. Donc en gros, nous, on accompagne des groupes de gens qui ne connaissent pas. Donc, les gens, sur Internet, donc soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers nos propres réseaux, soit via notre site Internet. Donc des gens qui sont en recherche de transition pour avoir une vie plus communautaire, plus durable, plus résiliente, entrent en contact avec nous. Donc c'est des gens du coup, voilà, des individus un peu isolés dans les grandes villes, généralement des gens de classe moyenne. Hein. Dans la réalité brésilienne, c'est quand même des gens de classe moyenne supérieure qui s'intéressent à ce mode de vie, qui rentrent en contact avec nous et en fait nous on les guide. On est actuellement comme on est donc on c'est quoi en fait nous sommes une ONG
sans but lucratif qui s'appelle Rizomar, donc qui est totalement brésilienne. Je suis le seul étranger dans cette ONG-là. Et on a comme but d'accompagner et de former des projets d'écolieux. Voilà, pour résumer. Et on est pour l'instant focalisé sur un territoire. Donc notre action pour l'instant est focalisée sur un territoire qui est situé donc entre São Paulo et Rio de Janeiro. Donc c'est dans un territoire rural, dans la différence par exemple d'ici qui est semi-urbain pratiquement. Donc on est à 5 heures des 3 plus grandes villes du Brésil, donc São Paulo, Belo Horizonte et Rio de Janeiro. Ce qui au Brésil, 5 heures n'est pas tant que ça en fait en termes de distance. On est dans une position assez stratégique. Et dans ce territoire-là, on a comme objectif de créer plusieurs écolieux qui fonctionneraient un peu en réseau. Donc en fait, à partir du moment où les gens rentrent en contact avec nous, on fait tout un processus d'alignement, comme on dit. On leur explique notre méthodologie d'accompagnement et d'incubation d'éco-villages. Et ensuite, s'ils sont d'accord avec ça, ils font partie du projet. Donc en gros, ils ont une espèce de checklist à valider avant de voir comment fonctionne la méthodologie, s'ils sont en accord avec ça. Puis à partir du moment où ils sont en accord, on forme des groupes. Et ces groupes-là, du coup, on leur propose des terrains. Juste, tu peux nous dire très brièvement qu'est-ce qu'il y a dans cette checklist, quelques éléments sans être exhaustif. Ouais, alors il y a par exemple tout le montage financier, le fait que X pourcentage du budget total va pour payer notre association, ça c'est pas négociable. 10% du budget total va pour créer un fonds d'incubation, ça c'est pas négociable. Fonds d'incubation Pour appuyer financièrement des gens des porteurs de projets, par exemple, en lien avec la transition écologique. Donc quelqu'un qui veut monter une boîte de fabrication de tiny house avec de matériaux locaux de la biorégion, on peut leur prêter de l'argent à taux zéro. Quelqu'un qui veut monter un projet d'agro-floresterie, pareil. Donc c'est vraiment ainsi donner des moyens financiers à des petites initiatives comme ça sur le territoire. Donc en gros, voilà, il y a la question financière, la question juridique. Donc la personne, nous, en fait, voilà, c'est ça où je voulais en venir maintenant. C'est peut-être intéressant aussi de voir à quel point c'est différent par rapport à ce qui se fait ici avec Bâtir Groupé et la SMALA. Nous, en fait, on fait juste du travail de consulting avec notre association Rizomar. Et donc, en fait, on aide à former d'autres personnes juridiques qui seront totalement autonomes à terme. Donc, en fait, on aide à former des associations donc agricoles dans le cas du Brésil, parce qu'on achète des terrains ruraux. Donc, on aide à former des associations agricoles donc des gens qui ne se connaissent pas à l'origine, pour acheter des terrains agricoles. Et dans ces terrains-là, chaque famille qui fait partie donc, de l'association aura un espace individuel. Nous, on a pensé en termes d'espace de 3000 m² par famille. Et tout le reste du terrain acheté via l'association sera du commun. Donc ça sera soit de la réserve, soit des espaces agricoles. Donc c'est ça pour contextualiser un petit peu ce qu'on fait. Du coup, les gens achètent des parts sociales d'une association agricole. Et à partir de 6 parts sociales, ils ont le droit d'usufruire d'un petit espace de 3000 m². Voilà. Donc toute la méthodologie repose sur le fait que dans l'achat des parts sociales, il y a un pourcentage de l'ordre de 30% qui est dédié à l'accompagnement qu'on fait sur une durée de 3 à 4 ans. Donc ça c'est intéressant, ce qui permet pour nous de notre côté d'avoir un salaire et d'être payé du coup progressivement, parce que ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bref, et ça permet de vraiment faire de l'incubation sur une petite durée de 3 à 4 ans, ce qui est plutôt, c'est vraiment le minimum, parce qu'à la différence aussi d'ici, on ne fait pas du bâti. Nous, on aide à acheter des terrains, puis ensuite les gens, ils feront eux-mêmes leur propre maison. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc les gens ne sont pas locataires, ils ont besoin d'investir. Et à partir du moment où ils ont des parts sociales, ils peuvent usufruire d'un espace individuel. Donc c'était juste pour recontextualiser un petit peu, pour dire à quel point nous, on ne fait pas du bâti, on n'est pas maître d'ouvrage. C'est vraiment un peu plus en mode autogestion en termes de construction. Et puis après, si tu veux, là, je peux entrer dans les points communs. Merci. Je voulais cadrer juste un point. Il y a eu un moment où, il y a quelques secondes, tu as dit 30% de ce que les gens investissent permet de couvrir vos frais. Donc, juste pour recontextualiser, on sait d'abord que approximativement seul un projet sur 10 où les gens se réunissent, se rencontrent, décident de faire quelque chose ensemble, décident d'acheter une terre, seulement un projet sur 10 aboutit à l'achat de la terre, ou alors lorsqu'il aboutit,
c'est souvent une seule personne qui l'a acheté et puis ensuite les autres lâchent. Et puis il y a finalement une approche très pyramidale avec un chef et très peu de participativité. Bah, typiquement, nous on a vu qu'il faut à la Smala entre 3 et 7 ans pour qu'il y ait une communauté qui émerge, donc c'est très long. Ouais. Donc là, 30%, et puis il est clair que si une personne arrive avec 1 million, on va pas lui dire on te prend 300 000 pour t'accompagner. Ouais. C'est plutôt, si j'ai bien compris, des sommes initiales Mm. minimum qui permettent, et au final, vous gagnez très peu d'argent, Oui. donc c'est pas Ouais. un big Et business, il il faut faut que je- éviter les malentendus là-dessus. Ouais, et c'est bien aussi de Et vous préciser par travaillez rapport beaucoup à comme ça. volontariat, hein. En fait, Moi j'en ai bien conscience. c'est Voilà. bien de préciser par rapport à ça. En fait, quand je dis 30%, on va pas être rémunéré par rapport à ces 30%. Dans ces 30%, il y a 5 services inclus, dont un service qui est le plus cher, c'est la construction d'infrastructures collectives. Donc ça représente pratiquement 70% de ces 30%, qui va servir à construire des routes internes, des réseaux d'électricité souterrains et tout le service de distribution d'eau potable. Donc tout ça, ça fait partie des services inclus que la personne paye d'emblée quand elle achète des parts sociales. Donc nous, dans ça, on arrive à se payer, pour être vraiment transparent, on arrive à se payer un peu plus d'un salaire minimum par collaborateur. Donc ce qui est vraiment pas grand-chose dans la réalité brésilienne. Mais bon, au moins on a une stabilité, on n'est pas payé du coup, enfin ça permet sur une durée de temps de quelques années d'avoir un peu un salaire entre guillemets et de ne pas être au goutte à goutte et dans une situation un peu de précarité, de volontariat, où finalement on s'use très rapidement en termes d'énergie dépensée dans le projet, etc. Donc voilà, c'était pour contextualiser un petit peu comment nous on fonctionne. Quand je dis infrastructure, ça veut dire les plannings des infrastructures, parce que tu peux pas vraiment. Mhm. Tu peux définir un peu comment Ouais. tu utilises. Très bien. Que dans le cas du Brésil, en fait, les terrains qu'on achète, c'est des terrains assez gros, donc qui représentent toujours entre 40 hectares et 70 hectares. Donc il n'y a pas de permis de construire au Brésil, c'est déjà un cas particulier, donc l'État ne fait rien. C'est-à-dire que l'État ne va pas payer, ne va pas acheminer l'eau potable, l'électricité. Donc on se débrouille pour faire tout ça. Donc en fait, en termes d'infrastructure, c'est ce qui permet de viabiliser les constructions sur les parcelles individuelles. D'accord, aussi, parce que tu as dit à un moment que les personnes qui prennent après les risques, ou en tout cas l'opportunité de construire ces espaces-là, ils sont autonomes. Ouais. Mais du coup, ils dépendent aussi à vous, parce que c'est vous qui vous avez déjà un budget, soit disant, earmarked, pour faire les infrastructures ou pas? Alors nous, on viabilise justement le fait que chaque lot individuel ait de l'eau potable, un accès à une route et de l'électricité qui vient de manière souterraine. Ensuite, chacun va être autonome pour construire sa propre maison. Il y a des règles à respecter de manière des processus un peu d'écologique de construction que nous on conseille de suivre, etc. Mais les gens sont totalement autonomes. Il y en a qui vont dépenser 5000 réals pour faire leur maison, ils vont faire tout eux-mêmes. D'autres qui vont vouloir tout sous-traiter, ils vont dépenser 150 000 réals, ils vont faire une maison en 2 mois, en bois par exemple, à partir du moment où c'est des bois dont l'origine est connue, etc. Donc voilà, nous on garantit juste le minimum pour que la personne puisse occuper son terrain. Voilà. Et ça coûte très cher en fait. Donc quand je disais les 30%, c'est 5 services inclus, dont des services des infrastructures collectives pour permettre l'occupation des terrains individuels. Donc il y a aussi un service d'articulation avec le territoire qu'on fait pour éviter de faire un peu un projet d'éco-village hors sol qui n'a rien à voir avec la réalité locale. Donc on fait tout un travail de cartographie et d'accompagnement par rapport au fait de créer des liens avec les acteurs publics locaux, etc. etc. Donc il y a d'autres services aussi d'accompagnement Et juridique. du coup, vous avez des architectes aussi dans l'équipe, vous Voilà. avez des différents... On a 2 architectes compétences. mais on n'est pas forcément, on va pas faire les projets individuels des gens. Chacun va embaucher ou pas un architecte. Nous, on fait vraiment de l'accompagnement à distance, mais ça, c'est le groupe qui va. Chaque individu va faire son projet de manière indépendante, etc. Voilà. Mais après, ouais, bon, je sais pas si tu as une autre question par rapport à ce sujet-là. Plusieurs, mais bon, c'est Ouais. tu peux continuer. Ouais, bon après, bon, par rapport à la demande de Théo, et c'est vrai que c'est un point intéressant de voir un peu ce qui est, des points qui sont pertinents à comparer et tout.
Les Bon, communs. les points À communs, quel ouais. point est-ce qu'on est en train de pas, on peut éviter de réinventer la roue Exactement. en montrant que finalement c'est toujours les mêmes défis Mm. avec des virgules d'adaptation, mais pas plus que des virgules. Ouais. Je voudrais juste saluer et parodier notre numéro 1 qui est décédé, Popol. Il disait de manière caricaturale, clairement, c'était exagéré, il disait Ouais. en ce qui concerne la participation des gens, tant qu'ils n'ont pas déjà vécu une année et qu'ils n'ont pas déjà expérimenté, la seule chose qu'il faut leur demander, c'est la couleur des céramiques. Mm. Alors c'est bien sûr, ça crée tout de suite un ressenti de mais c'est quoi cette histoire, cette dictature, on n'a Ouais. rien le droit de choisir. Mais inversement, est-ce qu'on a vraiment le droit de choisir la manière de gérer les animaux domestiques ou les aménagements d'espaces communs, etc. Il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles finalement c'est toujours les mêmes règles. Mhm. Et quand vous gérez 30% d'un budget pour créer des communs, à quel point est-ce qu'il y a vraiment des marges de manœuvre importantes ou finalement toutes les décisions deviennent naturellement les mêmes. Cool. C'est ça. Ah, super ce point-là, parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde faire un projet, par exemple, d'éco-village où toutes les maisons sont construites avec des matériaux locaux, biosourcés, avec, enfin, tout ce qui est du projet immobilier, en fait, ça, tout le monde sait, enfin, tout le monde sait, toutes les entreprises, plein d'entreprises qui savent faire ça, c'est facile en fait. Faire de l'agroécologie, bon, c'est pas si facile que ça, mais c'est pareil, toutes les questions techniques sont faciles à faire. Le plus difficile, c'est l'humain. Et en fait, nous, notre méthodologie, en termes de points communs qu'on peut avoir avec la SMALA, c'est qu'en fait, on utilise un peu ce mot, après, je sais pas comment on peut le traduire en français, d'ingénierie sociale. C'est ça, en fait. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est ce terme. l'ingénierie sociale aussi, ouais. Mhm. Mais c'est vraiment ça. Comment, en fait, on a une méthodologie avec des processus un peu déjà systématisés pour gérer les complexités liées à un projet collectif, où les gens ont des communs. Parce qu'on discutait aussi plus tôt, c'est qu'effectivement aujourd'hui, dans notre culture occidentale, individuelle, etc., on est quand même on sait plus ce que c'est une vie communautaire. En tout cas, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de communs. On a été élevé dans une culture très individualiste, patriarcale dans certains pays, avec un mode de fonctionnement un peu basé sur l'ego, etc. Donc globalement, effectivement, pourquoi il y a autant de projets de communautés internationales qui foirent en Occident, c'est que globalement, notre culture récente va un peu à l'encontre de ça, quoi. Donc c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien de penser une méthodologie qui structure un peu tout ça pour pas que les groupes aient à réinventer la roue à chaque fois ou à tomber un peu dans des pièges, que nous on voit plutôt ça dans des pièges, où finalement les communautés intentionnelles, par exemple dans le cas du Brésil, qui arrivent à se maintenir sur le temps long, c'est souvent des communautés un peu religieuses, où il y a un gourou, où il y a des règles très strictes liées à des pratiques de rituels quotidiennes qui permettent vraiment de souder le groupe, mais nous on pense que c'est pas nécessaire. Voilà, à partir du moment où il y a une méthodologie claire, avec des accords clairs, et un processus d'accompagnement où le groupe va, du coup, voilà, pour reprendre un peu les mots, s'autonomiser de manière progressive. On pense que c'est quand même possible et c'est pas facile, mais c'est un peu du coup notre défi. Et ça, effectivement, je pense que c'est un gros point commun en termes de prémices qu'on a un peu avec la SMALA, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est une méthodologie d'ingénierie sociale plus que des méthodes de construction écologique, enfin, etc. Tout ça, finalement, c'est assez facile, entre guillemets. C'est des questions techniques qui sont toujours les plus simples à résoudre. Et bon, après, effectivement, en termes de documents, nous, un des aspects par rapport à ces questions-là, en fait, le groupe a comme vocation à être totalement autonome dans une durée justement donc, de 3 à 4 ans. Et nous, on est vraiment présent dans la phase initiale. Donc on accompagne les réunions, on prépare les réunions, on leur prémâche beaucoup de documents pour qu'ils n'aient pas à les refaire de zéro. Donc on les aide beaucoup au début, mais après effectivement l'objectif c'est qu'ils soient totalement autonomes, indépendants et qu'ils puissent battre leurs propres ailes dans cette durée-là de 3 à 4 ans. Et un des documents qui est je pense assez intéressant, qu'on les aide beaucoup à créer, c'est le règlement interne où il y a toutes les règles clés de vivre ensemble, etc. Et en fait, on a trouvé une manière de valider collectivement ce règlement interne, parce que si on leur donne un document de 50 pages qu'ils doivent lire et signer en bas, on sait que personne ne va le lire, les gens vont lire en diagonale, ils ne vont pas le respecter, ça va être un truc bureaucratique
chiant où finalement ça va pas trop fonctionner, ça va être un peu un document fantôme et où il va falloir faire plein de formations. Enfin, du coup, on a trouvé une manière un peu différente de faire valider ce document-là. Donc en fait, dans la phase initiale du projet, tous les mois, on leur propose un chapitre, déjà un peu pré-mâché, et eux, ils ont à le valider. Ils peuvent altérer des parties, etc. Mais en gros, ça permet de gagner du temps et de faire en sorte que le groupe valide progressivement le contenu de ce règlement interne. Donc il y a une partie, par exemple, sur les animaux domestiques. Donc là, pareil, on sait toujours qu'est-ce qui pose problème. Donc on a un peu cartographié les sources de tension liées aux animaux domestiques et on leur a proposé un truc un peu déjà prémonté, puis eux, ils peuvent faire des petites altérations. Mais l'idée, voilà, c'est qu'ils gagnent du temps par rapport à ces questions. La question des conflits. Donc il y a un chapitre dans ce règlement interne basé sur la médiation. Donc nous, on a créé par exemple une instance qui est intéressante, voir, je sais pas, par rapport à ce qui se passe ici, qui est une instance de l'association, dont nous-mêmes nous ne faisons pas partie, où les gens sont élus, sont nommés en fait, pour une durée de 1 an, et un peu avec la méthodologie que tu aimes bien, là, du vote Condorcet ou d'élection sans parti. Donc en fait, la personne, elle va choisir, chaque membre de l'association va choisir 3 personnes qu'elle trouve compétentes pour faire partie de la commission de médiation liée au conflit. Et donc les personnes vont être nommées, donc il y aura 3, c'est comme un espèce de petit tribunal, entre guillemets, où il y aura 3 personnes responsables pendant 1 an de faire de la médiation lorsqu'il y a des tensions. Et en fait, c'est eux qui vont envoyer des avertissements lorsqu'il y a des problèmes. Si l'avertissement n'est pas suffisant, c'est eux qui vont convoquer la personne en question pour une médiation, un processus de médiation. Et même si le processus, alors c'est 3 étapes, si le processus de médiation foire, il y a l'exclusion. Donc la personne, quand elle rentre dans le bateau, en gros, elle sait c'est possible d'être exclue si la médiation foire. Donc ça, c'est bien parce qu'on montre qu'il y a quand même une porte de sortie qui est claire et qui est bien délimitée. Et les gens en ont conscience quand ils rentrent dans le projet. Ils savent que voilà, s'ils ne changent pas leur comportement, s'il y a une tension particulière et elle n'est pas résolue avec l'avertissement ni avec la convocation pour une médiation, avec ces 3 personnes-là qui sont nommées chaque année, la personne peut être exclue du projet. Donc ça, par exemple... Du coup, typiquement, vous avez formalisé ce dont les personnes Ouais. contactent chaque année, du coup, ça devient quelque chose d'officiel, dans le sens... Ouais. Comment vous formalisez ça? Par exemple, par des annonces, WhatsApp, des lettres? Et chaque année, lorsqu'on fait l'assemblée générale de l'association, l'assemblée doit nommer 3 personnes qui vont être en charge. Mais pendant l'assemblée, un an. ce n'est pas les personnes qui sont... Est-ce que toutes les personnes qui participent dans le projet sont aussi dans l'assemblée? Oui, toutes les personnes. Toutes les personnes, donc les gens qui ont un titre patrimonial. T'as vu? Ok. Comme les gens qui sont habitants liés à un titre patrimonial. Donc voilà. Donc par exemple, ça c'est un point qu'on a développé. On teste encore tout ça, hein. On est encore dans une phase de crash test par rapport à ces outils-là, mais c'est par exemple un point qu'on propose pour les associations qu'on accompagne, d'avoir cette structure un peu autonome de gestion des conflits avec des gens qui ont quand même un peu de minimum de formation par rapport à la communication non violente, par rapport à tout ça, quoi, de savoir comment réagir quand il y a une tension, un conflit dans le collectif. Alors, tu as abordé la question animaux domestiques, Ouais. gestion de conflits, espace commun. Espace commun, je n'ai pas trop parlé. Mais... Non, mais ce que j'entends, c'est que c'est les sujets sur lesquels un incubateur s'implique Ouais. pour qu'il y ait des communs, pour qu'il y ait du partage, pour qu'on réduise l'individualisme tout en respectant les individualités et aussi pour justement réduire notre empreinte écologique, puisqu'au final, quand on partage des véhicules, des jardins, etc., on consomme moins. Est-ce qu'il y a d'autres, sans rentrer dans le contenu, mais juste d'autres sujets? Par exemple, nous, on a vu que les gens ils posaient souvent la question combien de temps je dois donner par mois ou par année? J'ai besoin de savoir quelle sauce je vais être mangé. Et donc, nous, on a fait ces contributions volontaires 8 à 16 heures par mois. La première année, 16 heures pour apprendre en faisant. Des groupes de travail. Et puis, si les gens veulent faire plus, ils le font, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Alors, on a longtemps pensé à ça. On avait même pensé à l'origine faire un système un peu de gamification, comme on dit, de la participation, avec des notes, de donner un peu des scores pour les gens. Ou on avait pensé à la base de la crypto-monnaie.
Bon, après, on dit non, ça va être trop compliqué, on va leur donner des notes. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça créait plein d'effets pervers. Et quand on a proposé ça, c'était le carnage, quoi. Les gens sont montés au disant non, mais c'est hors de question. On est en train de reproduire une logique un peu de productiviste, etc. Effectivement, on a vu que ça crée beaucoup de tensions et que Nous c'était aussi, peut-être on en pas a. le meilleur moyen de donner des notes aux gens Ouais, en ouais, fonction de leur ouais. implication. Parce qu'effectivement, il y en avait qui dépensaient Mhm. 20 heures par semaine, d'autres qui en dépensaient zéro. Donc on dit comment on fait pour récompenser ça, pour avoir un truc un peu méritocratique, etc. Et en fait, on s'est orienté Alors sur tu oses autre le mot chose. méritocratique, ça c'est bien parce qu'effectivement le problème qui est un problème je dirais euh, politiquement incorrect, c'est les gens qui s'impliquent peu mais bénéficient beaucoup Mhm. des communs. Si on voulait utiliser un terme particulièrement politiquement incorrect, on pourrait avoir je dirais l'outrecuidance d'utiliser le terme parasite parce que c'est un peu ça quand même, c'est des Ouais. gens qui vivent au crochet de la contribution d'autres, qui vont nettoyer les jardins, qui vont passer le soir après que tout le monde ait fini d'utiliser la cafétéria pour donner un coup de nettoyage, etc. Puis des autres qui disent ah ben non, mais moi je savais pas, j'avais pas compris, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu. Ah il y avait une réunion, ah ben non, oh je lis pas, tu sais moi ça me déborde. Et puis au final ils s'impliquent très Ouais. peu. Puis des fois ils font un tout petit truc puis ils disent c'est incroyable. Alors c'est peut-être pas le bon mot, on s'est compris, c'est une caricature, c'est juste Mm. pour je dirais pour faire de la résonance dans le cœur des gens qui se disent mais pourquoi moi je m'implique si les autres ne s'impliquent pas. Il y a une société à double vitesse et puis la méritocratie c'est ça. Je te laisse aller un peu de l'avant mais je pense que c'est un fil rouge. On est Ouais. bientôt à 30 minutes, on va écouter encore une ou deux questions. Ok. J'étais en train vraiment d'aborder la question des sujets sur lesquels un incubateur d'écolieux participatifs, humanistes, solidaires, écologiques peut influer. Mhm. Donc, tu donnais une liste, je crois Ouais. tu avais encore d'autres points. Non, mais c'était par rapport à ça. En fait, nous, du coup, on a un peu fait de marche arrière par rapport à cette idée de donner des points des gens et que ça Mhm. devenait trop compliqué pour fiscaliser, administrer tout ça. Et en fait, on a trouvé quelque chose de beaucoup plus simple qui, pour l'instant, fonctionne bien. Donc, chaque membre a l'obligation de faire partie d'un groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, on suggère de s'investir 10 heures par mois. Il y en a qui On y est proche, voilà. il y en a Nous, on qui utilise ça s'investissent beaucoup on plus. appelle ça des groupes de coopération, Groupe de parce qu'on coopération. n'est pas dans le tripalium, dans Oui, au travail. l'obligation, voilà. On est dans le co. Mais après, ce qu'on a, c'est qu'on demande quand même aux gens de nous donner une estimation du temps qu'ils ont passé par mois Mhm. pour qu'on se rende compte et pour aussi restituer, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que d'autres se sont beaucoup impliqués, Mhm. et ne serait-ce que pour la Transparence, reconnaissance, quoi, etc. d'information. Alors, pour nous, c'est vraiment simplement pour la conscience, la prise de conscience des contributions que certaines personnes font sans nous dire en disant, ben oui, ben moi, ben bien sûr, j'ai passé les... On m'avait demandé il y a 6 mois si je pouvais m'occuper des escaliers de la maison gauche, ben je l'ai fait, j'ai passé le balai. Ah ouais, mais on n'a même pas vu. Ben oui, ben j'ai continué. Mm. Donc des fois, il y a des gens, on se rend même pas compte de tout ce qu'ils ont fait ou vice-versa. Ça fait 6 mois qu'ils sont responsables des toilettes sèches, puis ils n'ont jamais levé le petit doigt, et puis voilà. Mm. Donc, Ouais, ça c'est du coup c'est difficile à voir comment on peut toujours relever toutes ces données-là, quoi. Donc il faut quelqu'un qui soit pratiquement en charge pour demander chaque semaine ce que chaque personne a fait. Il faut que les gens d'eux-mêmes aillent remplir sur un tableau Excel le voilà. temps. Nous on n'est pas arrivé jusque-là, pour l'instant on teste encore autre chose. Et l'implication dans les groupes de travail, comme c'est des groupes, il n'y a pas entre 4 et 6 personnes. Donc tout le monde participe un peu, quoi. Et on sait que, par exemple, là, dans le cas de notre premier groupe, donc il y a 23 personnes, il y en a beaucoup qui sont encore en train de travailler à Sao Paulo, Rio de Janeiro, qui n'ont pas tant de temps que ça disponible, mais ils ont conscience que d'autres gens s'impliquent beaucoup à travers leur groupe de travail dont ils font partie. Et voilà, ils ont quand même conscience un peu de tout ça. Et pour l'instant, nous, on n'a pas mis en place un système pour suivre et on dit monitorar en portugais, comment on pourrait dire en français, ouais, Supervisé. superviser la dédication des gens dans Et chaque groupe. accompagné, ouais. Mhm. Mais nous, on leur propose ça. Puis après, effectivement, je pense que ça va venir progressivement. Et peut-être un des aspects de notre méthodologie, euh, on est quand même dans l'idée de faire que les gens ont leur espace individuel, leurs 3000 mètres carrés, et ils ont des communs, mais ils ne sont pas obligés d'utiliser les espaces collectifs. Donc c'est vraiment Ouais. c'est quand même possible. En fait, ils vont rapidement réaliser qu'ils arrivent à rien faire tout seuls. Donc ils vont devoir coopérer pour pouvoir tout simplement vivre en milieu rural. En fait, ça devient une nécessité puisqu'on est quand même assez isolé. On ne prend pas un train, on n'est pas à 10 minutes de Lausanne. Donc
pour faire des courses, il faut prendre sa bagnole, faire 40 minutes de route de terre. Donc les gens, ils sont du coup plus contraints pour coopérer. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Mais bon, s'ils ont envie, ils peuvent rester tout seuls dans leur maison. Ils n'ont pas l'obligation d'aller dans la maison communautaire faire le ménage. Ça reste quand même quelque chose du coup d'optionnel, on va dire. Alors, on termine avec la Smala, juste là on est à 30 minutes, donc Super. on avait dit qu'on allait passer un message un peu court. Merci à toi. Euh, Toi tu as vu toutes ces démarches, est-ce que tu as un message final par rapport je dirais à la comparaison entre tous ces modèles, que ce soit celui de la Smala ou d'autres, tu en as vu d'autres, tu as été dans plein d'éco-villages toi aussi. Ouais, je pense qu'il faut persévérer là-dedans. Je n'ai pas forcément trouvé de modèle parfait par rapport à ça. Mais je pense qu'avec le temps, effectivement, c'est qu'il y avait quand même une demande énorme de gens qui veulent faire une transition pour une vie plus communautaire, etc. Donc il faut vraiment penser à ces outils-là. Et je pense que c'est vraiment un chantier un peu sans fin, mais qui a beaucoup d'avenir. Parce que voilà, la demande existe, les gens ils sont prêts, ils ont de plus en plus envie de faire des pas de côté. Et si on ne pense pas à ces outils, effectivement, les gens vont reproduire systématiquement les mêmes erreurs. Et au final, les projets de communauté intentionnelle ou d'écolieux vont toujours rester de côté. Et si tout le monde est chacun de son côté dans son projet individuel, globalement, la société est quand même beaucoup moins résiliente. Donc, quand même, des prémices, c'est l'idée c'est bien d'avoir du capital financier, du capital culturel, mais ce qui compte beaucoup dans le futur, ça va être le capital social, donc la densité des liens qu'on a avec d'autres. Et des structures comme ça, je trouve, ont beaucoup d'avenir lorsqu'on aura de plus en plus besoin d'être résilient et de coopérer et de pouvoir se débrouiller sans le marché et l'État. Donc je pense que le fait de mettre la main à la pâte et d'essayer de faire fonctionner ces outils un peu d'ingénierie sociale, ça a beaucoup d'avenir. Mais après, voilà, moi je pense que le message d'espoir, c'est de toute façon, c'est pas la seule, mais voilà, on est d'accord là-dessus. Il faut quand même s'y pencher parce qu'il y a, pour beaucoup de gens, ça sera quand même important de développer plus de capital social et de s'inclure dans ce type de projet, quoi. Donc voilà. Je sais pas si Merci. on termine là. Mais oui, on va c'est écouter cool. encore des questions, mais Ouais. on va déjà terminer cette vidéo. Super, Merci. merci Théo.